Bonjour à tous et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Dis, t'as envie de partir de chez toi? T'as rien envie de réserver? T'as envie de partir à l'arrache? Tu sais même pas où tu veux aller? Eh bien c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler véhicules de loisirs. Ah, la vie nomade, la liberté, les apéros sur la plage. Oui, mais avant de faire tout ça, il va bien falloir s'équiper un peu. Oui, bien sûr, on peut partir à pied avec son sac à dos et une vieille toile de tente et 2 slips. Mais maintenant, si on veut un peu plus de confort et gagner en mobilité, le véhicule de loisir peut offrir bien des avantages. Je vais donc vous présenter aujourd'hui plusieurs types de véhicules, qui offrent chacun des avantages et des inconvénients. Aucun modèle n'est parfait, à chaque fois il faudra faire des compromis. Pour cela, on va partir du véhicule le plus petit et finir sur les plus grands. On commence avec le véhicule le plus simple, le plus petit, le moins cher, c'est le Ludospace aménagé. Si vous avez une voiture du style Kangoo, Berlingo ou Partner, il existe des boîtes toutes faites qui vont vous permettre de transformer votre véhicule en un petit van. Vous retirez les 3 sièges arrière, vous installez la fameuse boîte et vous allez pouvoir profiter d'un lit 2 places, de rangement, d'une petite cuisine et d'une table extérieure, voire même d'un petit frigo. Les avantages sont évidents. Pas besoin d'acheter un nouveau véhicule, la discrétion sera au top, vous ne serez jamais embêté par le gabarit de la voiture pour prendre des routes un peu étroites. Question consommation, on est comme sur une voiture. Si vous prenez un bon matelas, le confort de couchage sera très correct. Et on peut même monter à 4 places de couchage si on rajoute une tente de toit. Enfin, question tarif, on est sur le plus bas. Entre 1500 et 3000 euros. Voire bien moins si vous êtes un peu bricoleur et que vous le faites vous-même. Bon, par contre, on a quelques petits inconvénients, forcément. En premier lieu, on n'a pas d'isolation. On n'a pas de WC ni de douche dans le véhicule. Et on n'a pas de partie salon avec une table pour manger à l'intérieur. En conclusion, c'est le véhicule parfait si on n'a pas envie d'investir beaucoup d'argent. On peut bénéficier de sa voiture la semaine pour aller bosser et la transformer pour le week-end pour partir plutôt en été, vu l'isolation, et pas trop longtemps compte tenu de sa petite autonomie. Et maintenant, on monte d'un cran, on va parler du van. Hey, salut, moi je m'appelle Brian, je suis van life, je fais de la van life, rien à voir avec tous ces ringards de camping-caristes. Alors je vous rassure tout de suite, pas besoin d'être surfeur et blond pour profiter des avantages du van. Commençons par le gabarit, une longueur d'environ 5 mètres, une largeur et une hauteur d'1,90 m. On reste donc sur des dimensions très compactes qui vont vous permettre d'accéder à tous les lieux et rendre la conduite aussi agréable qu'avec une voiture. D'ailleurs, sur les autoroutes, le tarif est le même que pour les voitures. Attention tout de même aux barres de parking qui ont tendance à être rabaissées à 1,80 m dans les lieux très touristiques. Par rapport au Ludospace, on gagne une table et une cuisine intérieure. C'est quand même plus pratique quand la météo est mauvaise. La nuit, la banquette se transforme pour obtenir un lit 2 places. Sur certains modèles, le toit est levable, ce qui permet de se mettre debout dans le véhicule, voire d'accueillir un deuxième lit avec 2 places. Bien sûr, avec une longueur si contenue, des compromis seront à faire sur les sanitaires. On trouve dans certains modèles des WC amovibles qui peuvent dépanner, pas très pratique quand il y a du monde dans le van. Ça va chérie? Grosse soirée hier soir. On peut aussi avoir une douchette extérieure. C'est parfait pour se rincer en revenant de la plage, mais un peu moins pour prendre sa douche en revenant d'une bonne journée de ski. Toutefois, l'utilisation en cas de saison reste possible à 2 conditions. La première, c'est d'avoir un chauffage sur carburant ou au gaz. Webasto et Truma par exemple proposent des solutions qui sont très fiables. Et bien sûr, la deuxième, c'est de vérifier la qualité de l'isolation. En résumé, le van est un véhicule très polyvalent. Il se conduit facilement, il est très discret, il offre un confort correct, et il est la classe, il est stylé. Allez, van life! Suivant sa configuration, vous serez plus ou moins autonome en eau et en gaz, et vous pourrez partir en toute saison. Son talon d'Achille reste l'absence de vrais blocs sanitaires intérieurs, un espace intérieur et de rangement qui sont quand même relativement limités, et enfin des manipulations à effectuer pour le couchage. Question budget, pour simplifier les choses, j'ai classé les vannes en 3 catégories. La première, ce sont les modèles aménagés par un particulier ou par vous-même. Les prix démarrent à 2000 € pour les plus vieux et montent rapidement autour des 10 000 € pour un van genre Renault Trafic. Dans tous les cas, si vous achetez un modèle transformé, vérifiez bien que la carte grise soit en VASP. Sinon, il faudra démonter tous les aménagements pour ne pas se faire recaler au contrôle technique. Si jamais vous comptez le faire vous-même, c'est toujours possible, mais il faudra respecter scrupuleusement les normes associées à l'homologation VASP, ou sinon prévoir un démontage facile. La deuxième catégorie, ce sont les vannes aménagées par des artisans. Vous pouvez soit acheter des meubles à monter vous-même, ou alors confier votre van chez un pro qui va réaliser une isolation complète, installer un plancher, le module banquette convertible en lit, la cuisine, une installation électrique complète, un habillage, et même faire l'homologation VASP. Comptez environ 2000 € pour ce pack complet, en plus du véhicule que vous devez fournir. Enfin, il reste les vannes aménagées par des constructeurs. Les tarifs neufs débutent à 40 000 € et peuvent monter à plus de 60 000 € suivant les options. Voilà pour ces 2 premières catégories de véhicules qui offrent l'avantage de se conduire très facilement. Pour la suite, on va parler de camping-car. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir cuisiner, manger,
aller aux toilettes, se doucher et dormir sans quitter l'intérieur du véhicule. Forcément, question gabarit, on va monter d'un gros cran. Troisième catégorie, le fourgon aménagé. Alors question gabarit, par rapport au van, on allonge de 50 cm à 1,50 m la longueur, ce qui va permettre d'installer un bloc sanitaire et un lit transversal à l'arrière. On gagne aussi de 60 cm à 1 mètre en hauteur. Avec ça, aucun problème pour se mettre debout dans le fourgon. Et ça va permettre d'installer beaucoup de rangements et de placards en hauteur. La largeur, quant à elle, augmente de 15 cm. Idéal pour créer un couloir qui va permettre de relier le salon à l'espace lit. Question conduite, c'est davantage le poids que le gabarit qui va se faire ressentir, puisqu'on parle maintenant d'un véhicule qui avoisine les 3 tonnes sur la balance, avec une limite de 3 tonnes 3 ou 3 tonnes 5 en fonction du châssis choisi. Autant vous dire que sur la route, il faudra adopter une conduite souple et bien anticiper les freinages pour ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est le prix à payer pour avoir un véhicule autonome qui permet de partir en toute saison, grâce à sa bonne isolation, même si on reste encore en dessous d'une cellule en polyester. Ici, en effet, on reste sur un fourgon tôlé, qui a tout de même le gros avantage de proposer plein de couleurs différentes. Idéal pour se démarquer du blanc qu'on retrouve sur 99% des camping-cars. Question couchage, on accède au lit permanent, qui est très pratique à l'usage. En fonction des modèles, on peut gagner une 3e place de couchage en transformant la dinette. On peut même monter à 5 avec un lit superposé ou avec un toit relevable. Côté toilette, sur les modèles les moins longs, on va avoir un espace assez restreint, où l'usage de la douche se fera avec un rideau, pour éviter de mettre de l'eau partout. Sur des modèles un peu plus longs, on pourra avoir une cloison pivotante, pour passer rapidement de la config toilette à la config douche. Pour la partie coffre, on commence à avoir un espace intéressant, qui permettra de mettre par exemple une table, des sièges de camping et des vélos pliants. Parfois, on peut avoir un lit rabattable qui autorisera le passage d'un vélo sans le démonter. Et sur des modèles plus perfectionnés, on pourra carrément avoir une soute garage pour stocker une petite moto ou un scooter. En résumé, on a affaire ici à un véritable camping-car qui offre tout le nécessaire pour du voyage 4 saisons, tout en restant plus discret qu'un profilé ou intégral grâce en partie à sa couleur et à sa faible largeur. En contrepartie, l'accessibilité aux différents espaces nécessite quand même une certaine souplesse. Si vous avez de l'arthrose, c'est peut-être pas le bon véhicule. Pour 2 personnes, c'est parfait. Avec des enfants, il faudra faire des compromis. Pour finir, question budget, c'est comme pour les vannes. On peut soit l'aménager soi-même, soit le faire aménager par un artisan ou l'acheter tout fait. Dans tous les cas, les tarifs sont les mêmes que pour les vannes. Donc est-ce que ce sont les vannes qui sont chères ou est-ce que ce sont les fourgons qui sont donnés? C'est à vous de voir. Allez, maintenant on abandonne les véhicules en tôle, on va passer au profilé. Un profilé, c'est quoi? C'est un camion avec un châssis cabine standard de type Fiat ou Ford principalement, sur lequel le constructeur vient poser la cellule de vie qu'il a développée. La jonction des 2 éléments se fait avec une coiffe aérodynamique, d'où le terme profilé. La cellule est composée entre autres de polystyrène, ce qui va offrir une excellente isolation en supprimant les ponts thermiques. Niveau longueur, ça commence à 6 mètres, comme bon nombre de fourgons donc, et on peut aller jusqu'à 7,50 m sur les plus longs. La largeur, elle, sera comprise entre 2,20 m et 2,35 m. Il faudra maintenant redoubler de vigilance sur les routes étroites. Enfin, la hauteur reste généralement en dessous des 3 mètres, ce qui fait passer en classe 2 au péage. Ces nouvelles dimensions donnent accès à pas mal d'implantations différentes qu'on va détailler rapidement. Le lit transversal qu'on a déjà vu sur les fourgons, c'est celui qui prend le moins de place, qui permet d'avoir une soute garage pour mettre à l'abri plusieurs vélos ou un scooter. Il est généralement assez haut perché, donc son accès demande de monter quelques marches, et l'occupant du fond aura du mal à se lever la nuit sans gêner son partenaire. Le lit à la française, lui, est installé dans la longueur du véhicule. Il n'est pas très haut, donc facile d'accès, mais on n'aura pas de soute garage. Le lit central est l'implantation phare demandée par la clientèle française en ce moment. C'est un lit comme à la maison, l'accès est facile pour les 2 occupants et on peut avoir une soute garage en le remontant au maximum. Le lit jumeau offre 2 places séparées au centre, ce qui permet un accès facile aux 2 places. Pour un couple, il y a la possibilité généralement de rassembler les 2 parties avec un petit matelas supplémentaire, pour obtenir un lit dit king size. Et lui aussi permet d'avoir une soute garage. La capacité de couchage peut être augmentée à 3 ou 4 personnes, avec une dinette transformable, ce qui impose bien évidemment des manipulations. Ou alors un lit de pavillon électrique sur les modèles plus récents, plus pratique, mais qui supprimera un lanterneau au-dessus de la table à manger. La partie salon, elle aussi, offre plusieurs plans possibles. La disposition la plus classique reste la dinette avec 2 banquettes, ce qui permet de monter parfois à 6 places carte grise. La dinette avec banquette et siège pivotant, ce qui permet de réduire la longueur du véhicule. On rajoute maintenant une petite banquette pour manger à 5, c'est ce qu'on appelle le maxi salon. La double dinette pour 6 personnes. Et enfin le salon face à face, très à la mode en ce moment, qui permet une bonne circulation grâce à sa table amovible, mais qui nécessite des manipulations pour passer en place route. Question poids, attention à ne pas dépasser les 3,5 tonnes, puisque certains modèles, les plus longs par exemple, offrent une charge utile très réduite de 300 kg. Une fois qu'on a fait les pleins avec 90 litres de gasoil, 120 litres d'eau, 2 bouteilles de gaz, 4 personnes et leurs affaires et quelques vélos, et bien généralement on est en surpoids, ce qui entraînera une immobilisation si jamais on vous contrôle.
En résumé, le Profilet offre une grande diversité de configurations différentes. Il y en a pour tout le monde. Ceux qui cherchent un véhicule compact pour rester discret et malgré tout bien équipé, ou ceux qui veulent plutôt un véhicule très confort avec un grand lit central et un bloc sanitaire facile d'accès. La soute garage, on l'a vu, offre une excellente solution pour stocker 2 roues ou du matériel sportif à l'abri de la météo et des regards indiscrets. L'isolation est top, l'autonomie également, reste ce blanc qui ne permet pas de passer inaperçu et le poids qui est à surveiller sur les véhicules les plus longs. On passe maintenant à la meilleure amie des familles, la Capucine. Elle ressemble beaucoup au Profilet, on y retrouve les mêmes caractéristiques si ce n'est que la coiffe aérodynamique est remplacée par une capucine, qui permet de disposer d'un couchage 2 places permanent. En situation, le soir après manger, les 4 passagers peuvent rejoindre leur couchage sans rien devoir démonter. C'est quand même un vrai plus pour une famille avec 2 enfants. La partie salon, quant à elle, peut recevoir une double dinette pour accepter jusqu'à 6 personnes à table et autant de places carte grise. En contrepartie, la Capucine voit sa consommation augmenter due à sa hauteur plus élevée, ce qui vous fera également passer en classe 3 sur l'autoroute. Attention également à bien tenir votre volant en cas de coup de vent. La partie arrière, elle, peut recevoir un couchage transversal ou des lits superposés. Certains véhicules vont même jusqu'à supprimer le couchage arrière pour offrir un bel espace de vie et une longueur très réduite. Et on termine enfin avec le roi des camping-cars, l'Intégrale. L'Intégrale se démarque du Profilet par sa construction. Le châssis cabine laisse maintenant place à un châssis nu, où le constructeur a la charge de concevoir une cellule qui intègre complètement le poste de conduite. On bénéficie alors d'une largeur constante, ce qui rend ce véhicule le plus vivable des catégories présentées. La visibilité du tableau de bord est excellente, on a vraiment le droit à une vue panoramique de la route. Ses plus grands atouts sont son isolation, grâce notamment à une carrosserie qui utilise très peu de tôle, qui est un matériau conducteur de chaleur, et grâce également à un double plancher présent sur de nombreux modèles, ce qui permet d'améliorer l'isolation du sol et de placer le réservoir des eaux usées dans un emplacement qui est hors gel. Le lit de pavillon est son deuxième point fort. On accède ici à un lit de place pratiquement permanent, il faudra pour cela simplement abaisser le dossier des 2 sièges du poste de conduite. L'énorme avantage de ce lit, c'est qu'il n'empiète pas sur le séjour, et qu'il offre en général un très bon confort grâce à un matelas épais et à un tirant d'air important comparé à une Capucine. La porte de cellule est également toujours utilisable sans devoir se contorsionner. Alors bien sûr, il reste quelques inconvénients tels que le poids qui est en moyenne le plus élevé de ce comparatif. Il faudra faire très attention au PTAC de base pour connaître la marge dont vous disposez pour le chargement. L'énorme partie vitrée du poste de conduite fera beaucoup de condensation. Une isolation extérieure pour le pare-brise est vraiment indispensable. Enfin, l'accès au moteur peut être très compliqué et rendre l'entretien plutôt ardu. Voilà, les présentations sont faites, on peut remarquer qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais véhicules. Ils ont à chaque fois des avantages et des inconvénients. Il faudra toujours faire un compromis entre le confort et la compacité. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils et quelques pistes pour tenter de vous orienter sur l'achat de votre premier véhicule de loisir. Alors le premier point, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter un véhicule de loisir? Ça peut paraître un peu bête, mais c'est pourtant une vraie question puisqu'aujourd'hui la location de véhicules de loisir a pris une grosse ampleur avec l'arrivée des sites de location entre particuliers, tels que Yescapa ou Wikicampers. Ces 2 sites vous permettent de partir avec un van ou un camping-car à partir de 70 € par jour, assurance comprise. Ça peut être une excellente solution pour tester ce mode de vacances et savoir si ça vous plaît à vous et à votre famille. Alors, ça serait bête de lâcher 40 000 € dans un véhicule pour leur vendre 6 mois après car finalement le camping-car, c'est pas votre truc. C'est également un bon plan si vous hésitez entre plusieurs types de véhicules. Vous pouvez partir en Profilet l'hiver et en van l'été pour les comparer et voir quel modèle vous convient le plus. Si maintenant vous êtes sûr de vouloir lâcher un gros chèque, eh bien je vous conseille d'aller voir un maximum de concessions et de voir un maximum de modèles pour voir quelles sont les configurations et choisir celle qui vous convient le mieux. Par exemple, pour ma petite famille, au début on voulait un Profilet court. On a été visiter plusieurs concessions et on s'est rendu compte que ça serait pénible à l'usage de devoir transformer le lit à chaque fois pour Théo le soir. Ensuite on est tombé sur une Capucine et même si c'est pas très glamour, on s'est quand même rendu compte que c'était très pratique d'avoir 4 lits permanents. Je peux bien vous sortir tout le baratin du monde. Pour faire votre choix, il faut aller voir les véhicules dans les concessions ou les salons. Enfin, on peut parler du choix du neuf ou de l'occasion, mais en général, c'est notre portefeuille qui choisit pour nous. On l'a vu tout à l'heure, le ticket d'entrée pour un van, c'est 40 000 €. Un intégral, c'est 55 000 €. Ça calme un peu. En occasion, on a de tout. Pour 7 000 €, on peut trouver par exemple une Capucine sur J5, moteur increvable si bien entretenu et simple à réparer, mais bruyant dans l'habitacle. Entre 10 et 20 000 €, on peut trouver des Profilets et intégraux du début des années 2000, souvent avec des moteurs Fiat tels que le 2,5 litres et 2,8 litres qui sont recommandables. Le 1,9 litre TD, lui, est un peu moins fiable. En 2007, Fiat innove avec un nouveau châssis spécial camping-car, le X250. Cette plateforme permet d'avoir un véhicule plus stable, avec un meilleur comportement routier grâce à sa voie arrière élargie, et aussi un nouveau moteur 2,3 litres, plus silencieux, et avec une boîte 6 très agréable. Comptez au minimum 20 000 € pour un véhicule de cette génération. En revanche, je vous déconseille fortement les moteurs Ford entre 2007 et 2010.
Les problèmes de casse moteur sur le 2 litres 2 TDCi sont fréquents et très coûteux à réparer. A savoir que Ford n'a jamais voulu reconnaître le problème et préfère laisser ses clients avec une facture de 12 000 € pour remplacer leur moteur mort à 40 000 km. C'est vraiment lamentable et c'est pour cela que je voulais attirer votre attention sur ce point important. Pour les fourgons, étant donné que ce type de véhicule est très à la mode en ce moment, les prix en occasion sont très hauts. Comptez 30 000 € pour un véhicule de 10 ans avec 80 000 km. En sachant qu'on trouve du neuf à partir de 36 000, ça laisse un peu perplexe. Je pense que dans les années à venir, le prix du fourgon va descendre en occasion, puisqu'aujourd'hui ça représente 40% des ventes de camping-cars en France. Il va donc y en avoir de plus en plus en occasion, les prix logiquement descendront. Dans tous les cas, avant votre achat, pensez à bien vérifier les points suivants. L'absence d'infiltration d'eau, c'est le pire ennemi des camping-cars à ossature bois. La réparation est très coûteuse. Donc demandez un certificat d'étanchéité au vendeur et traquez les infiltrations en vérifiant la dureté des murs et du plafond. Vérifiez également les lanterneaux, les baies, les fonds de placard pour traquer l'absence de parois molles et de taches. Essayez tous les organes électriques et le circuit de gaz, le chauffage et le chauffe-eau, le frigo avec ses différentes méthodes d'alimentation, l'état des batteries et du panneau solaire s'il y en a un. En règle générale, tous les équipements de camping-car sont chers, donc prenez bien le temps de tester un maximum de choses. Regardez également les matériaux utilisés pour l'aménagement. Pour l'anecdote, il m'est déjà arrivé de voir des placards défaillants sur des véhicules neufs en exposition. Ça n'inspire pas trop confiance pour la suite. Préférez donc un mobilier en stratifié qui sera bien plus solide au fil des kilomètres que du mélaminé de faible épaisseur. Enfin, côté mécanique, c'est comme une voiture. Vérifiez bien les factures des frais récents pour savoir si vous devez par exemple prévoir le changement de la courroie ou de l'embrayage. Petite subtilité pour les pneus, il est conseillé de les changer tous les 6 ans pour des questions de sécurité. A savoir qu'un pneu de camping-car est gonflé autour des 5 bars, soit 2 fois plus qu'une voiture. En cas d'éclatement, les dégâts seront très importants, donc je vous encourage à ne pas négliger ce point. Lors de l'essai routier, vérifiez bien le freinage, le bon passage des vitesses, l'autoradio, le GPS s'il y en a un. Un point très important, écoutez à l'arrière. Si le mobilier craque de partout, ce n'est pas très rassurant, et c'est généralement ce qui fait la différence entre les différentes gammes de camping-car. Un véhicule bien assemblé, c'est un véhicule silencieux. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile si jamais vous regardez un petit peu les différents véhicules de loisirs. Et si vous avez des questions, un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouvera prochainement pour un petit peu de bricolage avec cette fois-ci l'aménagement de la soute de notre camping-car. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis vous pouvez mettre un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir aussi. Sur ce, merci encore, à la prochaine et bonne route. Non, pas Brian. Attends, je t'arrête tout de suite, moi c'est pas un camping-car, c'est un van, ça n'a rien à voir.